Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h04, nous allons ouvrir le débat comme tous les jours entre 11h et midi, débat sur l'antenne de Sud Radio sur un sujet particulier. Aujourd'hui, je vais revenir sur le dernier rapport de l'ONG Oxfam qui relève que les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux partout dans le monde du fait de la pandémie de Covid-19, de l'inflation galopante, et Oxfam milite pour une taxation plus forte des revenus supérieurs, plus qu'une taxation même, et remet en cause même la possibilité de devenir milliardaire. Alors on va voir ça précisément. Je pose la question, une France sans milliardaires, voulez-vous d'une France sans milliardaires? Je pose cette question pourquoi? Parce qu'hier, il y a eu une réunion, première grande réunion à l'occasion de la réforme des retraites et de la mobilisation de demain, de toute la gauche, de la NUP, et au cours de cette réunion, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, a pris la parole. Écoutez ce qu'elle a dit. Alors non seulement mes baskets sont prêtes, les vôtres aussi, je le sais. Non seulement nous allons manifester le 19 janvier, tous les jours qui suivront, mais surtout, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire? Sérieusement. On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond, il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. On nous dit que nous devrions être fiers d'avoir un géant LVMH, Made in France, mais les amis, Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour que ses enfants ne payent pas de droits de succession. On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents, mais ceux qui ont besoin de plus d'1 milliard, ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Voilà, c'est dur, c'est rude, c'est faux aussi, parce que Bernard Arnault avait demandé la nationalité belge, mais enfin il a retiré sa demande. Bon, ça c'est une... précisons les choses. Hein. Alors je vous présente nos invités. Laurent Alexandre, fonctionnaire énarque et urologue, cofondateur du site Doctissimo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quentin Parinello, responsable de plaidoyer, justice fiscale et inégalité, membre d'Oxfam France. Bonjour. Bonjour. Et puis Erwan Balanan, qui est député MoDem du Finistère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Réaction à ce qu'a dit Marine Tondelier. Qui veut commencer? Alors Alexandre, allez-y. Je suis totalement opposé. Dire que les entrepreneurs sont des vampires et qu'on souhaite une France sans milliardaires, c'est ridicule. Bernard Arnault a créé 200 000 emplois. Bernard Arnault a créé beaucoup de richesses sur le sol français. Son patrimoine n'est pas fait de piles de lingots dans des banques, c'est fait d'usines. Quand on parle des milliards de Bernard Arnault, en fait, ce sont les usines qui emploient 200 000 personnes. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vouloir faire partir les milliardaires, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, c'est complètement appauvrir la France. Si tous les milliardaires français déménagent parce qu'on veut plus des milliardaires, on va pas les mettre en prison, les milliardaires. Donc ils vont partir, ils vont quitter le territoire français, eh bien on va appauvrir la France. Le problème de la France, c'est pas d'avoir moins de milliardaires, c'est d'en avoir plus. C'est que les dirigeants de Google soient français, c'est que Steve Jobs ait été français, c'est que les gens comme Elon Musk soient français. Ce serait un plus pour la France si on avait davantage de milliardaires, davantage d'entrepreneurs pour créer des emplois. Donc expliquer que les entrepreneurs qui ont créé des emplois et qui sont successful sont des vampires et qu'il faut les supprimer comme l'a fait la patronne d'Europe Écologie est totalement contre-productif et c'est injuste. Mais Europe Écologie est complètement en train de délirer. Vous avez vu qu'hier, Sandrine Rousseau a expliqué que le travail crée du CO2 et qu'il fallait donc diminuer le travail. On est face à une logique totalement malthusienne de destruction de richesses, de destruction d'emplois, de destruction du travail. Europe Écologie, en réalité, est en train de partir en vrille. Oui, Fabien Roussel va répondre d'ailleurs tout à l'heure il est mon invité à 12h10, il l'appelle la féministe. Et il a raison. Bon, Quentin Parinello. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc reprenons un peu point par point. Pour reprendre un bon débat. 200 000 emplois créés, c'est effectivement LVMH qui crée des emplois, c'est pas Bernard Arnault, c'est les salariés qui créent des emplois parce que c'est les salariés qui créent de la richesse. Les deux. À la fin, les salariés et les dirigeants. Jean-Jacques Bourdin, demain, si Bernard Arnault arrête de travailler, LVMH continue de tourner. D'ailleurs, il laisse peu à peu son entreprise à ses enfants. Si demain tous les salariés français de LVMH se mettent en grève, je vous garantis que la production de richesse, elle s'arrête. Deuxième chose, sur le fait de dire c'est des actions, c'est pas des lingots. Oui. Ce qui s'est passé, et c'est une des conclusions du rapport. Ce que dit le rapport. L'un des co-auteurs de ce rapport.
Absolument. Ce que dit le rapport, c'est que pour la première fois depuis 25 ans, on a une augmentation simultanée de la richesse des milliardaires grâce à l'intervention publique pendant la crise. Il y a eu des injections d'argent, notamment des banques centrales, sur les marchés financiers qui ont fait exploser la fortune des milliardaires. Bernard Arnault a doublé sa fortune alors même que toute l'économie était à l'arrêt. C'est pas parce que LVMH a vendu plus de sacs Louis Vuitton, c'est pas parce que Christian Dior a vendu plus de parfums, c'est parce qu'il y a eu une intervention publique qui s'est enrichie. Et le deuxième constat du rapport, c'est que on a des dizaines de millions de personnes en plus qui ont basculé dans l'extrême pauvreté, parce que c'est notamment des personnes qui vivaient dans des pays où il n'y a pas de protection sociale, où il n'y a pas de système de santé. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que on a des gouvernements qui disent on va payer la facture. On a dépensé beaucoup d'argent, c'était bien, il fallait dépenser de l'argent, il fallait protéger les Françaises et les Français. À qui on fait payer la facture? Est-ce qu'on fait payer la facture à des Françaises et des Français qui se prennent la crise de l'inflation en pleine tête, ou est-ce qu'on la fait payer à des Bernard Arnault qui, lui, a doublé sa fortune, encore une fois, grâce à l'intervention publique pendant la crise? Alors justement, vous faites des recommandations, nous y reviendrons tout à l'heure. Erwan Balanant. Je pense que sur le débat, il est intéressant. Il est très intéressant. C'est la répartition des richesses. Exactement. C'est la répartition des richesses et moi je dis plutôt le partage de la valeur. Le partage de la valeur. Le partage de la valeur. Parce qu'avant d'être une richesse, c'est de la création de valeur, c'est le travail qui crée de la valeur. Et je crois qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet que vous portez, qui est le sujet d'avoir des entrepreneurs dans un pays et des entrepreneurs qui s'enrichissent. Moi, j'ai rien contre un entrepreneur qui s'enrichit. Et au contraire. Et un pays qui a des entrepreneurs, un pays qui a des entreprises qui fonctionnent, un pays qui a des entreprises qui innovent, je pense que c'est quand même, on peut s'en féliciter. Ensuite, il y a la question de comment cette valeur, cette richesse est partagée et qu'elle soit justement partagée et que les Français, les Européens et même les citoyens du monde aient une impression, et plus qu'une impression, un sentiment de justice. Parce que c'est ça qui fait le terreau et c'est ça qui fait que ça tient ou ça tient pas une société. Maintenant, il y a ce rapport, et ce rapport, il est dans une période très particulière. C'est un rapport qui a une conjoncture particulière par rapport à vos autres rapports. Et oui, il pose question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu un enrichissement qui est un enrichissement dû à une situation, ça pose question. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit. Et c'est ça que collectivement, il faut qu'on regarde. Et c'est pour ça que nous, le groupe, par exemple, Modem, on avait déposé, non pas une taxation sur les super profits, parce que quand un pays fait des profits, c'est bien, mais sur les super dividendes. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue à réfléchir, c'est-à-dire que si, du fait de la crise, des gens ont pu s'enrichir plus qu'avant, on peut se poser la question d'une meilleure répartition et peut-être d'une taxation supplémentaire de cet effet qu'on peut qualifier d'effet de rente à certains moments. Bien, actuellement se déroule le Forum économique mondial de Davos et Oxfam est représenté d'ailleurs à Davos. Alors, vous rappelez des chiffres, Oxfam, depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté près de 63% des richesses produites dans le monde. C'est dans votre rapport. Bien, selon la Banque mondiale, parallèlement, les inégalités et la pauvreté connaissent leur plus forte augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment faire en sorte de réduire ces différences entre les plus riches et les plus pauvres? Laurent Alexandre, quelle solution selon vous? D'abord, il faut voir que là, on prend 2 années très difficiles, qui sont les années du Covid. Depuis 1945, les inégalités à l'échelle mondiale n'ont cessé de diminuer. Par exemple, en Afrique noire, l'espérance de vie a été multipliée par 2. Par 2. L'espérance de vie en Afrique noire, depuis 1945, a été multipliée par 2. Donc on est dans une phase d'effondrement des inégalités. Quand on regarde sur 70 ans, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup moins d'inégalités qu'il y en avait en 1945 ou en 1960. En termes alimentaires, la famine n'a pas disparu et elle a même un petit peu réaugmenté pendant le Covid, mais globalement, par rapport à la situation en 1965, où il y avait des millions de gens qui mouraient de faim en Inde, on est dans une situation beaucoup plus favorable. Il n'y a plus de grandes familles en Inde, de grandes famines en Inde au moment où nous parlons. Donc ce n'est pas vrai que nous sommes dans une phase d'explosion des inégalités à l'échelle mondiale. On est en fait dans une phase de réduction des inégalités. Donc je le répète, l'espérance de vie des gens pauvres a considérablement augmenté, plus que celle des gens riches. La ration alimentaire a explosé dans les pays les plus pauvres. Donc nous sommes dans une phase favorable de diminution des inégalités et pas d'augmentation des inégalités. Même
s'il reste des pays pauvres, notamment en Afrique noire, Haïti et certains pays d'Asie. On est plutôt, si l'on exclut la parenthèse du Covid, dans une phase favorable. Donc ce pessimisme absolu qui est véhiculé par Oxfam, il n'est pas raisonnable et il n'est pas juste. Pessimisme absolu, Quentin Parinello ? Non, pas pessimisme absolu. Déjà, on le voit, ce constat, il est partagé. La Banque mondiale, 200 millionnaires aujourd'hui qui disent on a un problème avec les inégalités, taxez-nous. Des millionnaires qui disent aujourd'hui à Davos, taxez-nous s'il vous plaît, c'est la solution. La liste, avec il y a 2 Français dans la liste. Il y a 2 Français dans la liste, plusieurs dizaines d'économistes. Qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde, les inégalités entre pays diminuent. L'extrême pauvreté diminuait, sauf en Afrique subsaharienne, et aujourd'hui, l'extrême pauvreté augmente partout dans le monde. Pourquoi on a des dizaines de millions de personnes qui aujourd'hui basculent dans la pauvreté ? À la faveur de cette succession de crises, le Covid, la pandémie de coronavirus, crise climatique, crise de la vie chère. C'est des personnes qui vivaient juste au-dessus du niveau de pauvreté. Généralement dans des pays où il n'y a pas de protection sociale. Généralement dans des pays où il n'y a pas de système de santé performant. Et donc, on a des personnes qui vivent sans filet de sécurité face aux crises. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que on a besoin de moyens, on a besoin de partager les richesses pour créer ces filets de sécurité, parce qu'on le sait, ça ne sera pas la prochaine crise. On va en vivre d'autres des crises. Bien, une France sans milliardaires, je vais revenir. C'est un slogan, une France sans milliardaires, parce que ça ne veut rien dire. Bon, plusieurs ça choses veut dire là-dessus. Quelque chose ou pas? Non, ça ne veut rien plusieurs dire. Choses là-dessus. Franchement. Plusieurs choses là-dessus. Premièrement, on s'interroge sur le bénéfice d'un système qui crée plus de milliardaires et qui enrichit des milliardaires pendant la crise, et alors même que on voit des millions de personnes qui basculent dans la pauvreté. On s'interroge sur ce système et on dit qu'il faut le corriger, ce système. Et à long terme, on se dit comment on peut créer un système économique qui ne crée pas de milliardaires pendant les crises, qui crée un meilleur partage des richesses. Vous rajoutez une France sans milliardaires pendant les crises, quoi. Mais non, mais on veut un système à terme qui partage mieux les richesses. Et donc, si au final, on a des gens qui vont continuer à s'enrichir, et c'est très bien. Qui partagent les richesses aussi. Oui, d'ailleurs, on en a qui demandent demain. Mais on veut un modèle économique plus stable, plus raisonnable. C'est intéressant parce que la question, c'est quel système fiscal français, mondial, pour permettre qu'on continue cette lancée, parce que vous l'avez souligné, et c'est intéressant de le dire, depuis 1945, on a progressé. La faim dans le monde avait régressé, et il faut qu'on continue. C'est ça le projet que moi je veux défendre pour une humanité. C'est-à-dire que ce qu'on avait réussi à faire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, bon an, mal an, et suivant les territoires, c'était pas partout pareil. Il faut qu'on arrive à continuer à le faire. Et ça, on peut le faire si on a un système juste, de fiscalité juste, qui permet l'entrepreneuriat, qui permet l'enrichissement, qui permet aussi de garder des entrepreneurs dans notre pays, parce que c'est pas souhaitable, parce qu'en France, on décide d'une taxation qui serait jugée trop importante, confiscatoire pour des riches. Mais les riches ne partaient pas historiquement. L'ISF, 0,2% de départ sur les 10 premières années. C'est pour ça. Bercy, donc les riches n'y partaient pas, y compris quand il y avait l'ISF. Il y a des riches qui partaient pas, mais il y avait des entrepreneurs qui partaient, qui délocalisaient. 0,2%. C'est les chiffres de Bercy. Attendez, des entrepreneurs qui délocalisaient. Et ça, c'est embêtant. Il faut qu'on produise en France. Ça favorise la délocalisation. Il faut Bercy dit le contraire. Non, les données. Non, parce que si on a justement sur les 10 années. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est Bercy. Si on a. Parlez à votre gouvernement. Non, si on a. Je parle pas des personnes. Je parle de l'appareil productif. On avait quand même un petit problème en France de délocalisation. On a une désindustrialisation, mais ça, c'est autre chose. Et ce qu'on veut, nous, le projet qu'on a, c'est d'avoir des personnes qui sont capables des personnes ou des groupes de personnes en capacité de porter des projets industriels pour le futur, pour la décarbonation, pour l'innovation, et qui en même temps, quand ils sont là, les salariés en bénéficient et le partage de la valeur entre salariés et patrons soit le bon. Et également notre système, pour que notre système fiscal, pour que notre système de justice sociale perdure. Bien. C'est tout ça. Il est 11h17. On va observer une petite pause. Moi, j'ai plusieurs questions. On va pas interdire l'enrichissement, j'imagine. Enfin bon, c'est une question que nous allons poser, mais j'en ai une autre. Est-ce que la concentration des richesses freine la croissance économique? Ça aussi, c'est intéressant de réfléchir à ça. Il est 11h18. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h21. Est-ce que l'enrichissement est indispensable? Est-ce que la concentration des richesses freine la croissance économique? Est-ce que ça freine la croissance économique, la concentration des richesses? Laurent Alexandre. Non.
Vous voyez bien qu'en réalité, la croissance économique, elle est liée au dynamisme du tissu économique. C'est-à-dire les économies les plus productives, qui investissent le plus dans la recherche, sont les pays où le niveau de vie croît le plus et qui ont le plus fort taux de chômage, le plus faible taux de chômage. Et donc les économies innovantes et productives, elles génèrent forcément des gens riches, comme Bernard Arnault, comme aux États-Unis, les fondateurs de Google, le fondateur de Tesla et de SpaceX, qui est Elon Musk. Donc en réalité, dans une économie riche et qui fonctionne bien, il y a mécaniquement des innovateurs qui vont s'enrichir. Mais ce qu'il faut bien dire et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent de ces innovateurs, je le répète, c'est pas fait de lingots, c'est pas fait de liasses de billets dans les coffres. Comment partager ? Faut-il partager ? Cette valeur dont on parle, ces milliards dont on parle, c'est en fait la valeur de leurs usines. Et donc, on va pas couper en morceaux les usines. Est-ce que le rôle de l'État, c'est de les pousser à partager ? Mais on est déjà le pays, la France, où il y a les plus forts impôts du monde. Donc on nous explique qu'on distribue pas assez, alors que la France a les plus forts prélèvements obligatoires au monde, les plus fortes dépenses publiques au monde, les plus forts impôts. Donc il y a un moment où il faut arrêter de déconner et de faire croire que la France est un enfer ultra-libéral. Deux choses. Sur l'ultra-concentration de richesse, je suis désolé, ça ne produira pas de valeur. Parce que si vous avez que 3 familles de riches, très riches, et que des gens pauvres, vous allez vendre à qui ? Vous allez vendre vous allez vendre à qui vos produits ? À personne. Donc ce qui marche dans une société, c'est un équilibre, et on le sait que ce qui a fait un partage. Alors. Un partage, exactement. Et ce qui a fait la puissance de nos démocraties, c'est cette classe moyenne qui était en capacité de s'émanciper, qui était en capacité de bien vivre et qui était en capacité justement d'acheter des produits, de consommer. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on ne peut pas avoir une société qui tient où vous auriez des très riches et des très pauvres et trop de pauvres. Donc il faut partager et il faut avoir un système. Mais on partage énormément, oui. Mais on partage énormément, oui. Mais il faut que pour que ce partage soit bien fait, il faut qu'il soit juste. Et aujourd'hui, la proportionnalité de l'impôt est peut-être à re-questionner. Nous, au groupe Modem, par exemple, à l'Assemblée, depuis quelques années, on l'a pas refait cette année parce qu'on était parti sur les super dividendes. On se pose la question de revoir les tranches d'impôt et d'en créer des supplémentaires pour que ça soit mieux réparti, plus juste et plus progressif. C'est ça qui fait qu'une société... Il y a l'impôt sur le travail, et puis l'impôt sur le capital. Tout à fait. Attendez, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est deux choses différentes. Mais là, quand on parlait de la progressivité l'impôt sur le travail est peut-être suffisant, l'impôt sur le capital insuffisant. C'est une question. C'est pour ça que nous... C'est une question. Oui, 3 choses. Premièrement, est-ce que la concentration des richesses est mauvaise pour la croissance ? Le FMI le dit, c'est oui. Quand on a des taux de Gini qui sont trop élevés, c'est mauvais pour la croissance économique. C'est le FMI qui le dit. La Banque mondiale le dit. C'est plus efficace de lutter contre la pauvreté en s'attaquant aux inégalités qu'en boostant la croissance aujourd'hui. C'est la Banque mondiale qui le dit. Donc c'est pas juste Oxfam qui le dit dans son coin. Sur le fait de dire oui, mais en fait la fortune de Bernard Arnault c'est complètement fictif. La fortune des milliardaires c'est complètement fictif. 2021, le boom des milliardaires, c'est aussi l'année où on a un record de vente de jets privés. C'est aussi l'année où on a un record de vente de yachts. C'est aussi l'année où Elon Musk arrive à débourser 44 milliards de dollars pour acheter Twitter. C'est aussi l'année où on a des milliardaires qui font une course dans l'espace. C'est pas fictif tout ça. Ça leur permet de dégager la surface financière pour gagner du pouvoir, pour gagner des activités, etc. etc. Sur la question de fiscalité, oui, effectivement, nous, on a un enjeu là-dessus. On demande un rééquilibrage de la fiscalité, plus de fiscalité pour les plus riches. Quand on dit on a un problème, on redistribue déjà assez. On a des filets de sécurité qui sont de plus en plus fragiles aujourd'hui. On l'a tous vu, l'hôpital pendant la crise Covid, ça va pas. Je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus. Il y a un problème. Quand on affaiblit nos filets de sécurité, ça pose un problème, ça nous rend vulnérables face à la crise. On sait qu'il va y avoir d'autres crises. On a besoin de financer notre hôpital public. On a besoin de financer notre protection sociale. La question, et c'est un choix politique, c'est sur qui on fait reposer cet effort. Moi, je partage. On est en phase là-dessus, mais par contre, je partage pas l'idée que c'est en prenant tout le capital des plus riches qu'on va résoudre cette question. Ça ne marchera pas non plus parce qu'on aura un écroulement du système. Et j'ai pas réagi tout à l'heure, mais les propos de la chef Marianne Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, elle est complètement contre-productive si on a vraiment envie de justice sociale dans ce pays. Attendez, je finis parce que déjà on stigmatise les uns contre les autres. Son discours il est quasiment haineux, c'est-à-dire que il y a une quasi haine du riche. Moi j'ai pas de haine. Un vampire.
Voilà, parler de vampire, ça va pas, ça se fait pas. Si on veut de la cohésion sociale dans ce pays, si on veut de la cohésion et de la justice, il faut qu'on ait des propos parfois mesurés et de dire oui, il y a des problèmes, oui, il y a une accumulation de justice, j'adorerais qu'il y ait une accumulation de justice, accumulation de richesse qui pose problème, et voyons comment on évolue et comment on fait que dans ce pays, parce que oui, vous le dites, vous avez un pays où on prélève beaucoup, mais quand on regarde, on prélève beaucoup sur la classe moyenne dans ce pays. Et la classe moyenne, je suis désolé, quand vous avez un salaire, vous êtes un couple, vous avez tous les deux un salaire, vous rentrez dans la classe moyenne, vous avez une vie de classe moyenne, mais vous n'avez pas nécessairement parfois des aides que d'autres ont, et ça peut aussi poser des problèmes. Et moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever les aides. Je pense que justement, ce qui fait la force de ce pays, c'est d'avoir cet amortisseur social qui nous a fait... Pourquoi la France réussit plutôt bien en sortie de crise ? C'est parce qu'on avait un amortisseur social et parce qu'on a fait le quoi qu'il en coûte qui a permis aux gens au système de ne pas s'écrouler. Et c'est ça que je veux qu'on continue à avoir. Mais qui doit le payer d'ailleurs, ce quoi qu'il en coûte ? Qui doit le payer ? Il va être payé par l'ensemble de la population dans les années qui viennent, mais à distance, comme on a un gros déficit budgétaire, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer et pas nous directement, puisque nous vivons à crédit aujourd'hui. C'est-à-dire nos scanners sont payés par nos enfants et par nos petits-enfants et pas par nous. Il y a dans un pays comme la France un énorme déficit budgétaire. Donc il serait plus raisonnable d'ailleurs qu'on arrête d'endetter les générations ultérieures et qu'on paie nos scanners, qu'on paie nos dépenses sociales au lieu de les faire payer par nos enfants et nos petits-enfants qui ne nous auraient... Aujourd'hui, nos scanners et nos dépenses sociales... Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Regardez l'intensité du déficit. 6% de la richesse du pays est empruntée sous forme du déficit budgétaire, et donc on laisse l'addition à nos enfants et nos petits-enfants. Donc la réponse est notre égoïsme de boomer nous conduit à déshabiller nos enfants et nos petits-enfants, et c'est moralement pas bien. C'est moralement pas bien. Laurent, mais ça pose un vrai sujet, ce que vous dites, c'est que vous avez dit tous les Français devront participer au règlement de la crise et au paiement du quoi qu'il en coûte. Mais moi je pense que effectivement tous les Français, mais à due proportion et à hauteur de ce qu'il aura pu aussi en bénéficier. C'est-à-dire que si on voit et si Bercy et les services fiscaux français se disent il y a un moment donné, effectivement, vous avez des gens qui ont trop capté, moi je pense qu'il faudra se poser la question, et je le dis alors que en le disant je sors quasiment du dogme de se dire on ne fait pas de prélèvements supplémentaires, on ne fait pas de prélèvements supplémentaires, de masse de prélèvements supplémentaires, mais peut-être qu'on répartit différemment les prélèvements. Et on répond au dogme de la majorité de dire de ne pas faire de prélèvements supplémentaires. Il est 11h30, nouvelle pause et on se retrouve pour ce débat. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, une question là, ce qui nourrissait le débat pendant la pub. Si l'on surtaxe les milliardaires, est-ce que ça va provoquer leur départ de France ? Laurent Alexandre, vous dites oui. La réponse est oui. Depuis quelques mois, on voit à nouveau des riches entrepreneurs français, notamment parmi les jeunes, les entrepreneurs de la tech, qui s'en vont et qui quittent la France. Donc on retrouve ce qu'on a connu dans les années 90 et 2000, c'est-à-dire des départs des forces vives de la France, des entrepreneurs les plus successful, les plus brillants, notamment dans la haute technologie, qui s'en vont. Et moi, j'en suis désolé, je préférais que les Google de 2030 soient créés en France au lieu d'être créés ailleurs. Je souhaiterais que la nouvelle économie qui se dessine et qui est très capitalistique sur les hautes technologies, les nanobiotechnologies, l'intelligence artificielle, que les entreprises high-tech, elles soient créées par les Français en France au lieu qu'elles soient créées ailleurs. Parce qu'avec ce discours, on veut plus de milliardaires, on veut plus de riches, et les riches sont des vampires, comme Europe Écologie l'a tenu. La seule chose sensée que vont faire les riches, c'est de partir. Et c'est vraiment très dommage de faire partir de France les gens les plus innovants, et notamment les jeunes innovateurs dans le domaine de la haute technologie. C'est suicidaire pour le pays de faire partir les gens les plus brillants dans la haute technologie au moment où l'économie est de plus en plus dépendante des hautes technologies et notamment de l'intelligence artificielle. Quentin Parinello, vous répondez à Laurent Alexandre, mais aussi vous parlez des propositions que vous faites. Bien sûr. Oui, allez-y. Alors, tous les milliardaires ne sont pas des entrepreneurs. D'ailleurs, si on écoute le Financial Times, il estime qu'en France, 80% des milliardaires sont des héritiers, premièrement. Deuxièmement, les chiffres, parce que j'entends les témoignages. Moi, je prends les chiffres et je prends les chiffres de Bercy. L'ISF, 0,2% de départ. Deuxièmement. Troisièmement,
si on regarde historiquement, on a des situations, on les cite dans le rapport, où il y a des taux d'imposition, y compris dans des pays comme les États-Unis, beaucoup plus hauts, avec pas de départ. Qu'est-ce qui change à l'époque ? Qu'est-ce qui change ? C'est qu'il y a un discours de responsabilité du public qui dit l'impôt, c'est de la solidarité. Voilà à quoi ça sert. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que dans une partie de nos élites politiques et économiques estiment que l'impôt, c'est mauvais. L'impôt, c'est un problème. L'impôt, c'est la base de la démocratie. La question de fond, c'est la répartition de l'effort. À qui on demande plus d'efforts pour financer la facture de la crise ? Sur ce qu'on propose, effectivement, en partant de ce constat-là, on a aujourd'hui, et c'est l'INSEE qui le dit, un système fiscal qui est de plus en plus régressif. Quand on empile l'ensemble des prélèvements, les plus précaires payent proportionnellement plus que la classe moyenne. La classe moyenne paye proportionnellement plus que les plus riches. Nous, ce qu'on demande, c'est d'inverser la vapeur. C'est de demander plus de prélèvements aux plus riches, mais surtout d'accompagner ça d'un discours. C'est dans leur intérêt. Et c'est pas un hasard aujourd'hui qu'on ait 200 millionnaires qui disent taxez-nous, c'est une bonne chose. C'est dans leur intérêt d'avoir des forces vives de la nation qui sont en bonne santé parce qu'on a pu financer l'hôpital. C'est dans leur intérêt d'avoir une protection sociale qui fonctionne et de pas avoir des gens qui sont obligés de travailler jusqu'à leur mort. C'est dans leur intérêt d'avoir un système éducatif qui fonctionne pour avoir des employés qui sont bien formés. Vous proposez un impôt, j'ai vu, mondial, jusqu'à 5% sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires du monde entier, qui rapporterait, j'ai vu les chiffres... C'est au niveau mondial, 1700 oui, ça milliards. c'est au milieu mondial, qui rapporterait 1700 milliards de dollars par an, ce qui permettrait, dites-vous, de sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté. Ça donne des ordres de grandeur et ça permet de lancer le débat sur la question du partage des richesses. Alors, sur la France, vous feriez quoi en France ? Sur la France, qu'est-ce que vous proposez ? Sur la France... Que recommandez-vous ? Parce que ce n'est pas des propositions, vous n'êtes pas un parti politique. Que non, absolument. Sur la France, il y a toute une palette de choses à faire. On parlait de la fiscalité des revenus du capital. Je pense que ce serait une bonne chose de revenir sur la flat tax, qui est un non-sens économique. Ça serait une bonne chose de revenir sur une vraie imposition du patrimoine. L'ISF, il y avait plein de failles, il y avait des limites. Ça serait une bonne chose. Plus taxer l'héritage à partir d'un certain niveau. Plus taxer les super héritages. Aujourd'hui, disons-le, il y a près de 9 Français sur 10 qui ne sont pas taxés sur leur héritage. Et l'enjeu, c'est pas d'aller taxer les classes moyennes sur leur héritage. Le problème, c'est qu'on a une succession de niches fiscales qui fait qu'aujourd'hui, c'est très facile de léguer jusqu'à 1 million sans payer un seul euro d'impôt. Sauf que j'entends le discours aussi, par exemple, d'un jeune viticulteur du Bordelais et qui ne peut pas reprendre la propriété de son père. Ça, c'est juste. C'était aussi le sens d'une partie de nos réformes sur la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes. Trop de droits de succession. Et là-dessus, on a fait un certain nombre de choses pour dissocier le patrimoine industriel et productif et la richesse personnelle. Parce que la réforme de l'ISF, on nous a dit qu'on avait supprimé l'ISF. Non, on n'a pas supprimé l'ISF. On a supprimé la part qui handicapait justement le modèle productif. Moi, j'ai quelques interrogations parce que quand un Français qui a fait sa richesse en France décide de partir, pourquoi il part ? C'est une question. S'il part pour faire fructifier, il part parce qu'il paiera moins d'impôts ailleurs. Moi, je suis désolé, je ne trouve pas ça très reconnaissant vis-à-vis du pays qui a permis déjà que son projet émerge. Parce que si on a un projet qui émerge dans un pays, c'est parce que souvent on a été à l'école en France, avec une bonne école qu'il a fallu payer. C'est qu'on a pu bénéficier des routes françaises, des aéroports français, des infrastructures françaises. Et il y a un moment donné, partir parce qu'on s'est enrichi, je trouve que ça se fait pas, c'est pas correct. Mais le drame, il n'est pas le départ des gens déjà riches. Laissez-moi finir. Et que quelqu'un s'enrichisse dans notre pays, que quelqu'un devienne milliardaire dans notre pays, moi, ça ne me dérange pas et j'en suis même assez fier parce que c'est la réussite. Mais par contre, je souhaite que son parcours aura été juste et que ça ne se sera pas fait au détriment de salariés, ça ne se sera pas fait au détriment de notre système social parce que cette personne n'aura pas contribué à due hauteur de la production de sa richesse. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. C'est une question d'équilibre. Et faire ce que font les écologistes aujourd'hui et une partie de la NUPES de taper sur les riches en disant que c'est de leur faute si ça va pas mal, c'est pas bien non plus. Mais le problème, ce n'est pas les gens qui riches partent de France. C'est les gens français qui créent leur richesse hors de France dès le départ. Le fondateur d'eBay, c'est un Français. Pierre Omidyar, il a créé directement eBay en Californie.
Mais ça, c'est un autre sujet. Il ne l'a pas créé à Paris. Il est parti tout de suite. Et il a dit d'ailleurs, je suis parti avant d'avoir créé de la richesse. Pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas? Il est parti là-bas parce qu'il avait les conditions, sans doute. Parce qu'il y avait des conditions qui étaient favorables, et créer une ambiance plus favorable. On ne traite pas les entrepreneurs de vampires aux États-Unis, comme vous le savez. Et le drame aujourd'hui, c'est que justement les jeunes Français brillants, innovants, ils créent directement leur entreprise en Californie, à Londres ou ailleurs. C'était vrai. Non, vous ne connaissez pas la réalité du tissu high-tech. Moi, je le connais bien. Je vois aujourd'hui, c'est un univers que je connais bien, la haute technologie, ayant créé plusieurs entreprises dans le domaine high-tech. Vous voyez des jeunes Français qui créent directement à l'étranger leur entreprise parce que l'ambiance en France n'est pas favorable à l'entrepreneuriat. Je suis très triste de voir des jeunes Français innovants qui vont bâtir leur richesse directement à l'étranger au lieu de bâtir ces entreprises d'avenir sur le sol français. Ce discours qui dit que les milliardaires et les entrepreneurs sont des vampires, ce discours, il est suicidaire, il est dramatique pour la France, il va faire partir les plus brillants des jeunes Français, et ça, c'est dramatique pour l'avenir du pays. Alors, attendez, on va prendre nos auditeurs, parce que plusieurs ont envie d'intervenir. Frédéric, par exemple, qui est à Paris. Bonjour Frédéric. Comment ça va, Jean-Jacques? Ça va très bien, et vous, Frédéric? Très bien. Alors, comme tous les jours, des débats animés, des débats passionnants. 11h, 12h, ne ratez pas. Je vous prends un petit peu en cours. En fait, j'ai pas entendu l'ensemble de la discussion. Oui. J'entends les 5 dernières minutes depuis que je suis en attente au téléphone. Alors moi, ce que je voulais réagir en fait par rapport à cette, alors je sais pas comment elle s'appelle, cette personne de la NUPES qui expliquait. Marine Tondelier. Voilà, qu'elle ne voulait plus de milliardaires en France. Alors, une question toute bête. Si l'on prend des pays comme la Suisse, comme l'Irlande, comme le Luxembourg, comme Monaco, ils ont des économies qui vont très bien, ces gens-là, globalement. On est d'accord. Alors, est-ce qu'il ne faut pas à un moment se poser la question de se dire, mais au lieu de racketter justement les riches, parce que le mec qui gagne de l'argent, mais je comprends qu'il se barre. Moi, je le comprends qu'il se barre. Je suis loin d'être à son niveau et pourtant, même moi, je réfléchis à aller monter une structure commerciale à l'étranger parce que ça suffit comme ça, quoi. Je comprends très bien que le type qui gagne 2 ou 3 millions d'euros par an, il n'a pas envie d'en lâcher 1,5 million, d'en lâcher la moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, ça colle pas. Il y a un déséquilibre. Alors, l'idée de dire on va taxer les riches, c'est bien, c'est du clientélisme, ça fait bien dans les médias et puis ça séduit une certaine partie des électeurs. Mais c'est pas l'idée, c'est pas une fin en soi de dire à un mec qui s'est barré, écoutez, on va vous prendre encore 5% de plus pour le bien commun, mais qui vous rit au nez. Mais il vous rit au nez, le type. Et il a raison, moi je ferais exactement la même chose. Je dirais continue de parler. Tu pourras toujours essayer de me prendre ce que tu veux, tu vas rien me prendre du tout. C'est normal que les mecs se barrent. Si demain vous dites à tous ces très gros industriels, à ces très grosses fortunes, écoutez, revenez en France, on va faire une fiscalité qui va tenir la route, vous allez payer de l'impôt parce que c'est normal de payer de l'impôt et tout le monde doit payer des impôts. Mais il faut que les choses soient équilibrées. Il est absolument illogique que l'on prenne autant d'argent à ces mecs-là. Et ils se barrent et ils ont raison de le faire et je les encourage à continuer. Alors Quentin Paragnalo, vous répliquez à Frédéric. Plusieurs choses. Merci déjà Frédéric pour cet échange. Le fait de dire on va baisser les impôts des plus riches et ils vont revenir, c'était le discours d'Emmanuel Macron. Il y a eu la transformation de l'ISF en IFI, pour être précis. Il y a eu des retours quand même, non? Il y a eu des retours ou pas? 4. Oui. Il y a eu un arrêt des départs. Il y a eu un arrêt des départs. C'est déjà pas mal d'inverser la vapeur. Les départs étaient au même niveau avant, c'est les données de Bercy, encore une fois. Non, il y a eu 4. Pas sur les industriels. Moi, je donne les données officielles. Ce n'est pas vrai pour les industriels. Vous parlez des petits patrimoines immobiliers. Vous ne parlez pas des patrimoines industriels. Merci, je parle. Merci, vous répondrez après. Données officielles, les départs étaient stabilisés avant. Données officielles, 4 rapports de France Stratégie. France Stratégie, c'est les services du gouvernement. Pas d'impact sur l'investissement. Donc, on peut se poser la question, effectivement, de se dire pourquoi nous, on ne fait pas comme les autres et on se met au niveau du Luxembourg, on se met au niveau de l'Irlande, on se met au niveau des Caïmans. C'est ce qui était en route pour les multinationales. Le problème, quand on fait ça, c'est que du coup, on dit, très bien, on va baisser pour se mettre au niveau du voisin. Mais du coup, le voisin continue de baisser et du coup, nous aussi, on baisse, puis on baisse, puis on baisse. Et en fait, quand vous ne taxez pas
les plus riches, vous devez compenser. Mais on n'est pas au niveau de l'Irlande, on n'est pas au niveau de l'Irlande. Vous avez raison. Mais vous devez pour répondre à ça, on a fait un travail, et le président et les services diplomatiques français ont fait un travail, et économiques ont fait un travail énorme pour l'idée d'avoir une taxation mondiale à 15%. Ça change la donne, ce genre de choses. Oui. Ça change énormément la donne. Elle n'est pas encore mise en place. Elle n'est pas mise en place, mais vous voyez que si on y va... La volonté est là. Si on y va, on est dans quelque chose qui change la donne, parce que ce que vous décrivez, c'est exactement ça. C'est la course à l'échalote vers le bas, quoi. C'est-à-dire, je taxe moins, tu taxes moins, je taxe moins, et puis en réalité, on arrive à un moment où on produit plus de richesse. Et surtout, quand vous coupez les impôts des plus riches, il faut compenser. Donc il faut augmenter les impôts. Généralement, c'est la classe moyenne qui prend, c'est les classes populaires qui prennent, ou il faut réduire les dépenses. Donc c'est des choix politiques. Aujourd'hui, on a des outils pour lutter contre l'évasion fiscale. Il faut aussi les mettre en place. Oui, sachant qu'on n'est pas un pays où il y a une évasion fiscale délirante non plus. On est un pays où les Français et les entrepreneurs français, ils savent être assez reconnaissants et assez voir ce qu'ils doivent à la France, et même au-delà de ça, en profiter, en bénéficier. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur français, vous bénéficiez d'aides, vous bénéficiez des infrastructures, vous bénéficiez d'un pays qui a quand même un niveau de service important, et c'est ça qui permet aussi le développement des projets. Donc moi je veux bien, mais enfin personne ne part pour partir. Moi je m'interroge toujours, c'est pourquoi on part, et souvent je regrette, c'est souvent parce que justement on veut mettre un peu plus de côté et avoir un peu plus de magot, et ça me désole un petit peu. Bien, nous allons observer une dernière pause. Julien sera avec nous. Frédéric donc nous a quittés. Julien sera avec nous dans un instant. Julien nous dit il faut moins de milliardaires et plus de millionnaires. Il va nous expliquer ce qu'il veut dire. À tout de suite, 11h46. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Julien est avec nous et nourrit notre débat. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Donc, mon point de vue, en fait, c'est que je pense que milliardaire, à un moment donné, c'est peut-être trop. Et effectivement, il vaudrait mieux qu'on enlève un milliardaire, ça nous permettrait d'avoir 1000 millionnaires. Et je pense que pour l'économie et le dynamisme du pays, il vaut mieux avoir 1000 entrepreneurs qui bénéficient d'1 million d'euros pour booster leur économie qu'un seul milliardaire où finalement, ça a engrossi une espèce de bête molle qui coûte énormément d'argent. Finalement, enfin, quand vous regardez le coût de fonctionnement d'une grosse entreprise, il y a des sommes astronomiques qui servent juste au fonctionnement de l'entreprise. Et c'est du coup beaucoup d'argent qui du coup stagnent, dorment et sont très mal utilisés. Alors, plus taxer les dividendes? Est-ce qu'il faut plus taxer les dividendes? Exactement, ouais. Je pense qu'il faut... Alexandre. Alors d'abord, il ne faut pas oublier que l'État lui-même reçoit des dividendes parce qu'il est actionnaire de grosses entreprises. Donc taxer les dividendes, l'État lui-même, il bénéficie, il devrait payer plus de dividendes parce que l'État est un gros actionnaire d'entreprise. On peut toujours rajouter des impôts partout. La France étant, je le rappelle, le pays au monde où il y a le plus d'impôts, il faut à un moment être raisonnable. C'est-à-dire, est-ce que la France peut être encore plus hyper fiscalisée qu'elle l'est? La réponse est non. C'est-à-dire que notre modèle a montré ses limites. Il ne s'agit pas de plus fiscaliser, peut-être, Laurent Alexandre. Il s'agit de mieux fiscaliser, ce qui n'est pas pareil. Mais contrairement à ce qu'on dit, la fiscalité sur les riches, elle est très importante en France. Et si elle n'était pas très importante, on n'aurait pas eu des départs massifs d'industriels français depuis 1985. C'était encore mieux ailleurs, c'est pour ça. Donc en réalité, nous ne sommes pas dans une logique de sous-fiscalisation. Il y a un fétichisme de l'impôt en France. La France est un pays où il y a une gauche qui est en réalité une gauche raisonnable qui n'existe plus. Le PS est mort. Il ne reste plus qu'une extrême gauche entre la France insoumise et les écologistes qui traitent les entrepreneurs de vampires depuis 24 heures. Donc nous n'avons plus une gauche de gouvernement. La gauche rocardienne, la gauche à la Cazeneuve. Donc idéologiquement, on n'a plus qu'une extrême gauche qui veut toujours plus d'impôts et dont le rêve est de faire un mix entre le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord. Bien, juste avant que vous répondiez, j'ai Christian qui voudrait témoigner. Je voudrais lui donner la parole parce qu'il a quitté la France. Christian, bonjour Christian. Oui, bonjour. Vous avez quitté la France, Christian? Oui, j'ai quitté la France il y a 2 ans. Je suis parti aux États-Unis. Oui. Et pourquoi? J'ai tout vendu ici, j'essaye de tout vendre ici et à chaque fois je paye à peu près 20% de plus-value sur l'immobilier, sur mes biens que j'ai, ce qui fait que j'ai à peu près payé tous les ans à peu près 150 000 euros d'impôts tous les ans depuis 4 ans. Et je vois pas mes impôts. Moi, ça me gêne pas de payer des impôts. Ce que je vois pas, c'est que je vois pas payer mes impôts. Donc je sais pas, ces deux messieurs là, sont députés, sont quoi? Ils sont comment ils gagnent leur vie? Oui, mais Christian, répondez à Juan. Monsieur, vous dites que vous êtes parti.
C'est logique que vous voyez plus vos impôts. C'est-à-dire que si demain, et je vous le souhaite évidemment pas, vous êtes gravement malade aux États-Unis, vous allez payer. Si vous étiez resté en France, je paye. Et voilà, mais attendez, monsieur, je peux finir. Si vous êtes en France, attendez, pas ensemble. Si vous êtes en France, et si vous étiez resté en France, que vous soyez un chef d'entreprise ou que vous soyez un cadre commercial ou un ouvrier, et encore, c'est pas tout à fait vrai, sur votre santé, vous n'allez pas payer. Donc, c'est là que vous auriez vu vos impôts, monsieur. Christian dit, moi je préfère payer. C'est ça, Christian ? Ben oui, mais préfère payer, mais ça peut pas tenir un pays comme ça. Moi, je me pose des questions. Vous êtes en train de toujours chercher des nouveaux impôts pour payer des impôts. Chercher de nouveaux impôts pour payer quoi? C'est très très mal géré. Il y a 577 députés. Pourquoi? Vous le savez pourquoi il y a 577 députés? Alors monsieur, je vais vous dire combien je vous coûte. Alors monsieur, rassurez-vous, si vous payez vos impôts en France, je vous coûte. Attendez. Monsieur. Alors si vous avez payé vos impôts en France, mais vous les payez pas, ça tombe mal. Vous auriez payé 0,7 € par mois pour vos députés. Donc je ne crois pas que pour le prix de la démocratie, ça reste raisonnable. C'est 0,7 € par Français et par mois, le prix de la démocratie. Puisqu'il faut faire des économies, cherchez à faire des économies. Pourquoi moi quand je fais un Paris-Deauville, l'équivalent d'un Paris-Deauville aux États-Unis, ça me coûte $2 d'autoroute, c'est nickel, il n'y a pas un papier qui traîne. Et qu'ici, quand on sort de Roissy, c'est des bidonvilles le long. J'ai honte d'être français. Quand je reviens des États-Unis, que je me dis, mais nos députés, notre président, il prend pas l'autoroute, il voit pas les gens qui sont sur la route. Christian, il n'y a pas que des bidonvilles non plus en France. Hein. On va pas mépriser la France, hein, Christian. On est bien d'accord. Moi, je suis parti parce que j'en ai marre de payer pour rien. Et je vois pas mes impôts. Oui. Vous savez, monsieur, la pauvreté, elle existe aussi aux États-Unis. Et pour le coup, elle est extrêmement plus forte que chez nous. Il y a tout un tas d'États dans le centre des États-Unis. D'ailleurs, ce sont ceux qui ont voté Trump en partie, qui sont dans un état de pauvreté, de délabrement, que je ne souhaite vraiment pas dans notre pays. Bien. Oui, juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, ce discours de plus taxer les plus riches, c'est pas que l'extrême gauche comme vous la qualifiez encore une fois. Hein. Donc il y a 200 millionnaires à Davos qui disent taxez-nous plus. Il y a des dizaines d'économistes qui le demandent. On commence à avoir, y compris des institutions internationales qui disent attention, on va trop loin dans la baisse d'impôts sur les plus riches. Pour vous, ce sont les très riches. Non mais quand la Banque mondiale demande au Royaume-Uni de revenir sur ces baisses d'impôts sur les plus riches, c'est quand même un signe. Quand la Banque mondiale et le FMI disent au Sri Lanka attention, les baisses d'impôts sur les plus riches, c'est problématique, c'est un signe. On est quand même dans une dynamique aujourd'hui où on s'interroge de plus en plus et ça sort de ce que vous appelez le carcan de l'extrême gauche, la question de la fiscalité des plus riches. Aujourd'hui, merci messieurs. Merci. Laurent Alexandre, Quentin Parinello, Erwan Balanant. Merci. 11h57. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, je vais recevoir Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. À tout de suite.